Garçon, l'interview! Bonjour, bonsoir à tous et à tous, bienvenue dans l'interview inaugurale de l'enquête de l'été de Garçon l'interview. Cette enquête concernera les députés français et françaises que je vais questionner grâce à mon fidèle dictaphone. Le premier député à passer entre mes mains est une femme. Cette femme est Sophie Dessus, députée de la première circonscription de Corrèze, élue en 2012, qui succède à François Hollande. Madame Dessus, est-ce que vous êtes pour ou contre le cumul des mandats ? Je suis pour je vais répondre autrement. Parce que la question posée comme ça, je pense que la loi, telle qu'on l'a votée, est une hypocrisie de plus totale. Bon, bien, j'ai pas l'habitude d'avoir la langue de bois. Il faut en effet revoir complètement le problème du cumul des mandats. Mais là, tel que le texte a été voté, c'est uniquement pour faire plaisir aux militants, qui eux-mêmes auront à s'en mordre les doigts. Alors je m'explique. On a traité une toute petite partie, c'est-à-dire qu'être député, par exemple, on ne pourra plus être député et maire d'une ville de 200 habitants, d'une commune de 200 habitants, mais on pourra toujours être maire, par exemple, de Lille, présidente de l'agglo de Lille, et en même temps, vice-présidente, responsable de première fédérale du Parti Socialiste. Là, il n'y a pas de souci. Là, vous parlez de Martine Aubry, là. Par exemple, oui, parce que c'est elle qui a lancé ça, qui a monté les jeunes. Mais c'est pareil pour toutes les grandes villes de France, si vous voulez. Donc là, il y a bien du cumul. Quand on est maire d'une des plus importantes villes de France et président de la communauté d'agglo, la communauté urbaine, là, ça pose pas de problème. Pour moi, c'est aberrant. J'avais beaucoup travaillé ce texte de loi. J'avais demandé donc à ce qu'il y ait un seuil, mettons, de maximum 10 000 habitants, au-delà duquel on ne pouvait plus être maire ou adjoint, parce que le problème, il est la déconnexion totale. Aujourd'hui, à l'Assemblée, vous avez des élus qui quelques-uns viennent encore du terrain parce que justement, ils ont suivi le cheminement aux conseillers généraux en ce temps-là, etc. Bon. C'est un petit peu un tiers pour l'instant. Après, il y a les élus apparatchiks qui viennent des partis, et puis les élus issus des grandes écoles, les députés issus des grandes écoles. Et l'intérêt, en fait, c'était qu'il y ait cet équilibre-là à trois pieds à l'Assemblée, parce qu'il y avait les trois regards. Les grandes écoles, ils ont un savoir, une science, etc., qui est extrêmement important. Ceux qui viennent des partis ont une autre formation, et ceux qui viennent du terrain apportent encore un autre regard. Demain, il n'y aura plus d'élus de terrain. On le sent, les élus ruraux, ça va être très compliqué. On voit par la façon dont la loi NOTRe, par exemple, qui a été un grand débat, que les élus des territoires ruraux puissent être entendus, c'était terrible. Terrible, très difficile. C'est un exemple. Le deuxième point que j'avais demandé, donc en-delà du seuil, c'était à ce qu'il y ait plus qu'une seule indemnité. Même pas un plancher, mais une seule. L'élu, s'il était par exemple maire de sa petite commune et député, il prenait une indemnité pour un final terminé. Et je savais qu'il y aurait un écrémage naturel extrêmement important. Pour moi, un élu de terrain, un maire ou autre, il le fait plus par vocation que c'est pas un métier. On le fait parce qu'on aime ça, parce qu'on y tient, donc il y avait ça. Et après, j'avais demandé également à ce qu'il y ait un cumul dans le temps. Non cumul dans le temps. Aujourd'hui, vous avez des députés qui assurent leur 5e, 6e, 7e mandat. Et quand j'ai dit ça, j'avais parlé de 3 mandats de députés. Quand j'ai suggéré cela lors des débats, les jeunes qui étaient vraiment contre le cumul des mandats, là, ils voulaient plus du tout. Ah non, ça, ils m'ont dit non. C'est pour ça que je parle de texte hypocrite, avec des mots peut-être un peu forts, mais on n'a pas pris le problème à la racine. Mais le Parti Socialiste, puisque je suis socialiste, le paye aujourd'hui. On est en train de perdre, élection après élection, tous les élus de terrain, ceux qui sont en lien direct avec la population, qui encaissent, on entend, mais on peut remonter. Voilà, j'ai peut-être été un petit peu longue, mais c'est un des sujets que j'ai bien travaillé parce que vraiment j'ai trouvé que c'était n'importe quoi, comme on l'a fait. Et est-ce que vous êtes pour ou contre la limitation de l'âge à 70 ans pour l'élection des hommes? Oui, non, c'est pas une question de ça, parce que c'est bien, je pense, j'aurais arrêté bien avant, mais c'est pas le problème. S'il y a des gens, comment vous dire, à 70 ans, ils sont brillants, je vois des gens en possession de tout leur... Moi, j'étais encore avec un Badinter qui est venu nous faire un débat l'autre jour à l'Assemblée. Badinter, il a plus de 80 ans, largement plus. Enfin, voilà, il y a des gars à 30 ans, ou des filles, ils n'ont pas le 10e, le 100e de Badinter. Donc, je me méfie
terminé, t'en es là, terminé. T'as les yeux verts, terminé, t'es roux, terminé, t'es noir, terminé. Je fais très attention. Après, je fais confiance aux hommes et aux femmes qui savent jusqu'où sont leurs limites et jusqu'où elles ne sont pas. Et j'espère que l'entourage saura leur dire attention, t'es là, soit tu vas te prendre une gamelle, si tu repars, soit tu commences à fatiguer. Il y aura toujours une marge qui ne voudra jamais écouter. Si on avait encore un badinter à l'Assemblée nationale, je peux vous assurer que quelquefois la voix de la sagesse, elle nous ferait du bien. Je cite lui parce qu'on l'a entendu l'autre jour, mais il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres, des anciens qui sont et puis vraiment à écouter. Et il y en a à 60 ans, je ne voudrais plus les entendre. J'entendais encore Mélenchon tout à l'heure. Je ne sais pas quel âge a Mélenchon sur la Grèce, mais il va être bientôt bon à enfermer. Hein. Ça va. Vous foutez la merde partout, la guerre et la zizanie partout, on continue. Allons-y. Et l'Allemagne ceci, et le machin. Bon, c'est bon, on a déjà eu 2 guerres mondiales, ça va. Il a 63 ans, Mélenchon. Il est grand temps qu'il arrête parce que je trouve que... Et puis il en rajoute chaque fois une couche de plus, c'est qu'il faut savoir arrêter les couches à un moment. Voilà, pour... Est-ce que vous pensez que le 11 janvier doit devenir férié? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui demandent que le 11 janvier devienne férié. Ce qui me semble tellement important, alors que le 11 janvier d'être férié ou pas, c'est vrai qu'on est peut-être en France les champions des jours fériés et que, vous savez, quand le 11 novembre, quand autre jour férié où l'on commémore des victoires, des fins de guerre, enfin des choses terribles, importantes, quand je compte le nombre de personnes qu'il y a aux cérémonies, aux monuments aux morts, il y en a combien? Il y en a combien qui s'arrêtent devant les monuments aux morts encore de nos jours quand ils sont en vacances pour regarder les noms des gamins qui sont morts à 18 ans, à 17 ans, à 16 ans, à 20 ans. Cette guerre de 14 où il y avait plus d'hommes quasiment qui sont venus dans les campagnes et que des veuves. Un jour, ce qui est important, c'est qu'on se batte tous les jours pour rappeler, et j'en reviens au janvier, ce qu'est la laïcité, ce qu'est le rôle du citoyen. Pourquoi on doit s'impliquer dans la vie quotidienne, élu ou pas élu, et les élus 10 fois plus que les autres, mais chaque citoyen. Alors faire un jour férié pour un jour férié, s'il y a 3 posés et 4 tondus qui viennent au monument aux morts, vous voyez, c'est pas ça. Ben, pas un jour férié, ça peut être un moment de commémoration à la laïcité, à la citoyenneté, au vivre ensemble, mais ça c'est tous les jours, c'est comme la journée des femmes. Une journée par an, ça veut dire quoi? Que les 364 autres jours, on est bon à faire la vaisselle, les et autres? Non, la laïcité, c'est tous les jours. L'amour de l'autre, c'est tous les jours. Je vais un peu loin, vous voyez, je comprends bien, mais autant je me bats tous les jours pour la laïcité. Je vais dans les écoles, je vais dans les collèges, je vais dans les lycées discuter avec les jeunes. C'est ça le combat. C'est donné, les étudiants, ils peuvent en faire autant, et je sais qu'il y en a qui le font. Chaque citoyen, il peut y aller. Moi, j'ai des anciens résistants, des gens de 90 ans, avec, je peux vous dire qu'ils sont frais, ceux-là, qui étaient gamins dans la résistance, qui vont raconter aux lycéens ce qui se passe. Et les lycéens, les collégiens, ils écoutent à bouche ouverte. C'est ça, la vraie citoyenneté. Étant lycéen, il y a déjà des résistants qui sont venus et tous les gens étaient bouche bée en train d'écouter. Ben voilà. Et voilà. Mais c'est ça. C'est ça, et c'est ça que nous, alors on a eu la chance de ne pas vivre tout ça, mais on doit le transmettre, on doit continuer, on doit y aller, on doit parler, on doit raconter. Et donc c'est pour ça que je dis entre guillemets tous les jours, parce que, mais par contre, si chacun de ceux qui ont demandé disait je vais consacrer 2 jours, 1 semaine, etc. de ma vie pour aller donner aux autres. Je viens d'avoir des jeunes étudiants qui m'appellent, qui sont d'un mouvement et qui veulent faire en sorte que les citoyens comprennent la prison. J'ai un centre de détention de 600 personnes chez moi. Et donc ils me demandaient des locaux, ils vont venir, ils travaillent avec les détenus, ils leur amènent plein de choses et ils vont ensuite sur la commune pour expliquer aux gens. Mais c'est ça, quand ils prenaient 1 semaine de leurs vacances pour expliquer ce qu'est la prison. Ben voilà. C'est ça la vraie chose à faire. Donner à l'autre un tout petit peu de temps. Moi, je veux bien qu'ils viennent tous les gens au monument aux morts, le 11 novembre, etc., parce qu'on me demande. Est-ce que vous pensez qu'il faut réécrire la Marseillaise? Oui. Est-ce que vous... Ça, c'est la France. J'aime mon pays, je l'adore. Mais on passe un temps à discuter sur un mot qu'a dit le président, sur un mot de la c'est dans les champs les plus violents qui soient, je suis bien d'accord. Mais bon, c'est notre patrimoine, c'est notre histoire. Ce sera plus la Marseillaise si on la réécrit. Ce sera un autre chant patriotique. Mais on n'a rien d'autre à faire. Quand on a des migrants qui arrivent par milliers sur les plages d'Europe, on n'a rien d'autre à faire, c'est penser qu'à se triturer la cervelle pour savoir si tel mot est bien placé. Agissons. Voilà. Et je chante la Marseillaise. Parce que j'ai envie de la chanter à chaque cérémonie au monument aux morts, parce qu'elle représente la patrie, la nation, elle représente la France, elle représente les gens ensemble.
Et oui, les ruisseaux de sang dont elle parle, c'est pas ma tasse de thé, je suis d'accord. Est-ce que pour vous, les médias donnent une bonne image des députés? Alors d'abord, est-ce que les députés donnent une bonne image Voilà. eux-mêmes? En fait, la question c'est, est-ce que c'est les députés qui donnent une mauvaise image d'eux et qu'on voit à travers les médias, ou c'est les médias qui donnent une mauvaise image? Alors, c'est comme toujours tout un ensemble. Malheureusement, on parle, comme les trains qui arrivent en retard, on ne parle pas de tous ceux qui arrivent à l'heure, qui sont l'énorme majorité. Eh bien, pour les députés, c'est pareil. Il y en a quelqu'un qui ont le goût des trompettes de la renommée, comme dirait Brassens, dont on parle beaucoup, parce qu'ils savent faire pour faire de grosses erreurs. Heureusement, c'est pas parce qu'il y en a quelques-uns qui respectent pas forcément, qui n'ont pas une déontologie adéquate, que pour autant tous les députés sont pourris, et heureusement que non. Alors après, il y a le député, donc le sujet lui-même, le média, et puis la personne qui va lire, qui va répéter les conversations de bistrot. Donc moi je mets tout le monde dans le même panier, et quand on a envie de dire qu'on veut tuer son chien, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage, il y a ça aussi. C'est un bon mélange, et je sais bien que ça fait vendre, ça fait plus vendre si on va mettre quelque chose de croustillant. L'autre jour à l'hôpital, je voyais un titre, les fautrières vénères, ça doit être un journal People, je sais plus lequel, je vois tous les jours François Hollande. Je me dis, je suis sûre de la réponse, mais j'ai quand même ouvert j'ai feuilleté, et c'était en effet, j'ai parcouru l'article, je le vois tous les jours à la télé. Mais en couverture, je vois tous les jours François Hollande. Et il y a des couillons qui font... Bon, ça va. Donc le journaliste, il fait ça parce que ça se vend, mais celui qui achète, c'est lui le couillon. Donc voilà, il y a tout le monde, Le sujet, le journaliste et celui qui lit. Donc j'avais une question, mais c'était, que pensez-vous du petit journal? Et en faisant des recherches sur vous, j'ai vu que le petit journal, justement, a parlé de vous à une époque et vous a donné le surnom de la blonde de Chirac. Regardez Magnéto. Mais nous avons également été témoins d'un moment de vie des Chirac, le genre de moment de vie qu'on adore. C'est Bernadette Chirac qui doit faire le premier discours. Jacques Chirac s'assoit derrière et aperçoit une damoiselle qui n'a pas de place assise. Lui, très poli, insiste pour l'avoir à côté de lui. Oh non, je vais rester debout à vos côtés. Vous surveillez au calvaire de Ducamp. Ah si, à mon âge. Non. Bien. Et le discours de Bernadette commence devant Jacques, plus galant que fasciné par le discours de Bernadette. Mesdames et messieurs les élus, mes chers collègues, qui quelquefois disent « Ah ben je ne l'avais pas su, si je l'avais su je serais venu ». Faut le dire autour de pour cet événement unique. Qui est l'inauguration. Alors on va revoir l'image du moment où Jacques Chirac se fait gauler par Bernadette. C'est éblouissant. Gaulé. Qui est l'inauguration. Et attention, ça y est, Bernadette a fini son discours. Et ouais, fini la belle vie pour Jacques Chirac. Regardez. Dans les musées qui portent son nom. Sur ce musée, il y a eu beaucoup de débats pour le score. Donc qu'est-ce que vous pensez du petit journal? Est-ce que vous leur en voulez d'avoir fait ça? Le petit journal, je le vois très très souvent. Je vais pas dire que je suis une abonnée du petit journal, mais à l'Assemblée, ils aiment bien. Moi, je trouve qu'ils sont sympas. Et souvent, ils me posent des questions, ils aiment bien répondre un peu n'importe quoi. Parce que la question, elle est un peu n'importe quoi, qu'il faut rire dans le monde politique. Mais je crois surtout qu'on a besoin, et absolument besoin, de fous du roi, comme il y en avait autrefois. Parce qu'en politique, parfois, ils se prennent trop au sérieux. Et c'est un métier tellement dur, il faut beaucoup rire, beaucoup sourire, jamais se prendre au sérieux, on travaille comme des dingues, mais voilà. Donc le petit journal, comme les marionnettes, qui j'espère ne disparaîtront pas, sont des éléments importants de la vie politique et démocratique française. Et est-ce que ça vous fait sourire quand par exemple le point titre législative Sophie Dessus, la blonde de 2 présidents? Est-ce que ça vous fait rire? Ça vous fait quoi par exemple quand on vous assimile à la blonde au président? Alors d'abord, et encore faut-il que je le voie. Je ne vois pas toujours, même rarement. Et bon, oui, je bosse tellement, ça ne fait pas grand-chose. Quand, pour pas dire rien, je sourirai plutôt. Quand le petit journal a sorti
la première fois, là, quand Chirac, à Saran, au musée du président, s'est fait engueuler par sa femme parce qu'il me parlait pendant qu'elle discourait. Si vous voulez, on s'est pas rendu compte quand il filmait. Ils ont fait un sacré montage. Et c'est des amis qui m'ont dit, mais est-ce que tu as vu le petit journal? Je disais, non, je suis toujours au travail, je regarde jamais. Eh bien, j'ai regardé sur Internet. Et ce qui m'a beaucoup ennuyé, c'est que comme je travaillais avec Madame Chirac, François Hollande m'avait confié Madame Chirac avec la culture au Conseil général. J'étais vice-présidente chargée de ça. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle va penser? Qu'est-ce qu'elle va penser? Je l'ai vue quelques jours après, on était à une exposition, et je vais vers elle, on se dit, ah, je suis vraiment désolée. Elle me dit, mais je ne suis au courant de rien. Très grande dame. Voilà, c'est tout. Ça a été mon seul souci. Et depuis dans la rue, heureusement un peu moins maintenant, il y a plein de gens qui me parlent ou qui me regardent. Ah, vous êtes Sophie Dessus, et en rigolant. Donc on rigole. Et puis ça crée un lien. Je peux parler encore plus avec les gens dans la rue. Non, c'est rigolo, c'est sympa. Ça donne un capital sympathie. Ouais, peut-être. Ça c'est vous qui le dites. Moi, je m'en rends pas compte. Mais en tout cas, ça fait discuter dans la rue et puis on rigole. Merci, c'était très sympathique de répondre à mes questions. Mais je vous en prie, bon courage.